de son président, Bruno Racine, je vous souhaite la bienvenue à la bibliothèque. Je me réjouis de vous voir nombreux, toujours fidèles, peut-être assidus, à ce cycle de conférences qui clôt ce soir son deuxième cycle. Vous savez peut-être que nous l'avons lancé, ce cycle, l'année dernière, que cette année nous l'avons reconduit compte tenu du succès assez formidable qu'il a recueilli. Et là, ce soir, 23 mai, c'est la dernière conférence du cycle 2007 que nous organisons. Alors vous savez également que c'est grâce à la complicité, à l'amitié, à la compétence aussi de plusieurs partenaires que la BNF s'est lancée dans l'aventure. Il y a bien entendu la Société mathématique de France, il y a la Revue Tangente, il y a Animat, il y a France Culture également. Et c'est tous ensemble que nous avons essayé de concevoir un cycle intéressant, stimulant, attractif, en faisant appel à chaque fois pour illustrer cette idée d'aller-retour entre un texte et un mathématicien, en faisant appel à des mathématiciens extrêmement compétents, chacun dans son secteur. Et nous nous réjouissons beaucoup ce soir d'accueillir Nicole El-Karoui, qui va être notre conférencière, et qui est l'un des chefs de file des mathématiques financières en France, qui est professeur à l'école polytechnique, et qui va nous parler d'un sujet extrêmement savant, mais que dans l'ignorance absolue de ces domaines, j'ai trouvé le titre de la conférence de ce soir finalement assez poétique et assez beau dans son étrangeté même. Et je pense que grâce à Nicole El-Karoui, au terme de l'heure et demie de conférence, nous en saurons certainement beaucoup plus, notamment sur Louis Bachelier. Je vous remercie en tout cas d'être là, madame, et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Bonjour à vous tous. J'ai donc le plaisir de vous présenter un texte en fait que je trouve tout à fait passionnant et que j'ai découvert il y a seulement dans le détail une quinzaine d'années, parce que pendant longtemps on sait que ces textes existent, mais c'est des textes d'il y a longtemps et on ne s'y plonge pas toujours. Et il y a en 2000, on va voir, j'ai été amenée à travailler particulièrement ce texte-là. Donc le titre « Théorie de la spéculation en mathématiques de l'aléatoire, un aller-retour », il a une certaine ambiguïté quand on fait des mathématiques, comme l'évoquait Martin, parce que, évidemment, d'une certaine manière, on fait de la spéculation intellectuelle, si on peut dire. Mais Bachelet, c'est pas du tout ça. C'est vraiment... il part de questions qui relèvent du monde de la finance, des questions extrêmement concrètes, et il va essayer de voir en quoi les probabilités, ou les mathématiques en général, peuvent apporter quelque chose dans la compréhension, notamment des propriétés d'un certain nombre de prix. Et donc, à l'occasion de son travail qui s'appelle « Théorie de la spéculation » et qui est paru aux Annales de l'École normale supérieure dans les 3 mois qui ont suivi la soutenance de sa thèse, on va un petit peu décortiquer la manière dont Bachelier s'y prend, et puis ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer les liens en fait théorique et pratique d'une certaine manière, qui met en évidence, je trouve qu'il a une originalité de penser et d'aborder les problèmes qui sont extrêmement modernes. Il ne faut pas oublier qu'en 1900, on avait peu d'outils, on n'était pas capable de simuler, on pouvait faire des calculs, mais plus à la main. Bon, et également, il va avoir une vision très conceptuelle des problèmes, mais il le testera un tout petit peu sur la pratique. Alors, Bachelier est connu pour avoir eu des innovations dans le monde des probabilités extrêmement importantes et pour n'avoir pas eu le succès ou la reconnaissance qu'il mérite. Et on va voir qu'il n'a doublement pas eu immédiatement la reconnaissance qu'il mérite, puisqu'il ne l'a pas eu dans le monde des probabilités, ou dans le monde académique, mais il ne l'a pas eu non plus dans le monde de la finance, où en fait ses travaux sont réapparus très très longtemps après, mais on verra que ce problème-là, alors pas du côté du monde académique, mais du côté du monde de la finance, tient aussi à la nature des contributions qu'il a pu apporter, et on verra que en fin de parcours, Black-Scholes et Merton, dans les années 1973, très exactement, vont
aborder les choses avec un point de vue très différent qui, lui, sera immédiatement saisi par le marché, mais dans lequel, en fait, tous les principes qu'énonçait Bachelier vont se redécouvrir comme étant d'une actualité extraordinaire. Donc, le plan de ma présentation, ce sera le suivant. On va parler beaucoup de la thèse, et j'ai choisi de le faire en présentant mes réflexions sur la thèse comme les commentaires d'un rapporteur sur la thèse. J'avais eu en 2000, au moment de la commémoration de la soutenance de la thèse de Bachelier, l'université de Besançon, où il a été professeur pendant un certain nombre d'années, avait organisé une soutenance fictive et le jury avait réévalué les travaux de Bachelier. Donc je vais utiliser ce point de vue pour en parler. Ça me permettra de rentrer relativement dans les détails autour de ça. Alors, l'aventure passionnante qui en fait n'est que marginalement à cette époque-là liée à la finance, mais qui se raccroche directement à cette théorie de la spéculation, puisque Bachelier en a découvert des principes. C'est toute la théorie des processus stochastiques en temps continu et qui va démarrer en fait par le mouvement brownien, dont Bachelier va parler un petit peu, mais parallèlement, il va se développer en physique avec les travaux d'Einstein et de Langevin, Perrin, et puis ça va être la grande période en fait du développement en fait des probabilités. Donc on passe des probabilités sur des familles de variables aléatoires à des probabilités qui s'adressent à des processus en temps continu dont le support est donc naturellement d'une complexité infiniment plus grande. Et la période qui est extraordinaire dans cette zone temporelle qui va en gros de sans doute plus 1920 quand Wiener introduit la première modélisation du brownien jusqu'à maintenant, c'est que les progrès sont vraiment liés de manière structurelle à des progrès conceptuels. Et on fait le fameux espace de proba oméga P de Kolmogorov jouera un rôle tout à fait déterminant. Donc on rapprochera un petit peu tout ça. Et puis alors, on a promis l'aller-retour et donc en fin de présentation, je vais expliquer en fait ce qu'est la finance de Bachelier, les produits qui regardaient Bachelier maintenant, donc c'est les mêmes, sauf qu'il y en a un petit peu plus. Il y a eu des transformations majeures dans les marchés et ces transformations ont poussé à de fait plus de mathématiques dans l'analyse de ce qu'on appelle le portefeuille de couverture, et en fait on va retrouver que beaucoup de points qu'avait évoqué Bachelier étaient d'une pertinence extrême, mais que ça ne suffisait pas tout à fait pour que ça se fasse un outil de marché. Et puis on conclura là-dessus. Alors, donc, 29 mars 1900, Bachelier va soutenir à la Faculté des sciences de Paris une thèse de mathématiques qui s'appelle « Théorie de la spéculation ». Et le président est Paul Appel, l'examinateur est directeur de thèse, mais en fait, Bachelier a travaillé beaucoup tout seul et Poincaré a suivi ses travaux, il l'a souvent conseillé, mais pas d'une manière très très détaillée. Et puis, il y avait aussi quelqu'un qui avait joué un grand rôle dans sa formation, Joseph Boussinesq, qui était examinateur. Et le titre de la thèse, c'est « Théorie de la spéculation ». Alors, théorie de la spéculation, ça fait clairement référence à cette époque au marché financier, à la bourse et à un certain nombre de produits qu'on peut trouver dans la bourse. On en décrira un. Ça fait aussi, au moins dans notre vocabulaire de maintenant, référence à plutôt des stratégies d'investissement dans lesquelles on essaye d'anticiper ce que va faire le marché pour essayer d'investir astucieusement et gagner de l'argent.
Mais en fait, la question qu'aborde Bachelier, c'est pas la question de gestion de portefeuille et comment gagner de l'argent avec les actifs, c'est plutôt de comprendre comment des produits financiers qui existaient à l'époque, il y avait un truc qui s'appelle le règlement mensuel, c'est-à-dire on achetait les actions pendant le mois et on la payait à la fin du mois. Et donc évidemment, on courait le risque que le cours de l'action soit très différent de celui auquel on pensait devoir le payer quand on l'a acheté. Et donc il y avait des contrats d'assurance et ces contrats d'assurance correspondent tout à fait à des contrats classiques qu'on avait là. Et donc c'est ce qui motivait beaucoup Bachelier de comprendre en fait comment ces contrats d'assurance fonctionnaient et surtout pourquoi leur prix avait des caractéristiques qu'il va chercher à analyser dans la structure de représentation. Alors, le 29 mars 2000, comme je l'évoquais, on fait à Besançon, on va en présence d'un certain nombre de gens constituer un jury de soutenance de la thèse de Bachelier, en particulier pour réévaluer ses travaux, donc a posteriori, donc c'est toujours plus facile que quand on le fait en partant. Et en particulier, Ivar Ekland, donc, qui était professeur à Dauphine, est sur cette photo en train de lire le rapport de Bachelier. Le rapport de Bachelier, on a une représentation explicite, et donc il est présent dans ce texte à droite, et il commence par rapport sur la thèse de Bachelier, et première phrase, c'est le sujet choisi par M. Bachelier s'éloigne un peu des sujets habituels qui sont traités par nos candidats, et il va conclure quelque part son rapport que la contribution de Bachelier est intéressante, mais qu'elle l'aurait été quand même plus s'il s'était préoccupé de physique plutôt que de marché financier. Alors, en fait, dans son travail, dès l'introduction, Bachelier explique ce qu'il va chercher à faire. Et donc, il va partir de la description de ce qu'il appelle des lois fondamentales de fonctionnement du marché et essayer de déduire, donc c'est un peu on peut dire que ça ressemble un peu aux lois physiques, si on veut. Il y a des contraintes de fonctionnement, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer, il va essayer de les identifier, et il va essayer de déduire de ces lois fondamentales une analyse du marché, mais dans son vocabulaire, il se propose d'étudier ce qu'il appelle l'état statique du marché. Ça veut dire qu'il va essayer de décrire comment, à un jour donné, le marché voit les opérations qu'il doit dans le futur et surtout leur prix, mais sans tellement faire référence à ce qui s'est passé en arrière, etc. Et donc, il va expliquer pourquoi c'est ça ce qui l'intéresse. Donc là, il va plutôt chercher à expliquer combien on doit payer aujourd'hui pour acheter un certain nombre de choses dans le futur, plutôt que de savoir si on a raison d'investir dans tel titre ou dans tel autre. Donc ça, c'est tout à fait fondamental, parce qu'on verra que ce n'est pas du tout ni la même réflexion, ni finalement les mêmes modèles qui vont intervenir dans tous les cas. Et donc, Henri Poincaré commente donc le fait que la thèse n'est pas classique. Il a une phrase assez marrante où il explique que, heureusement, Bachelier ne se fait pas trop d'illusions de l'efficacité des probabilités dans le domaine de la finance, et qu'il a bien expliqué qu'il n'y croyait qu'un tout petit peu. Et par contre, Poincaré insiste sur l'originalité des résultats mathématiques et sur des contributions tout à fait significatives dont je n'aurai pas trop le temps de parler, puisque j'ai plutôt choisi de centrer ma conférence quand même sur à la fois les idées qu'on va retrouver pour pouvoir faire la boucle jusqu'au bout, puisque le champ qu'on a ouvert ici est quand même un champ d'une vitalité exceptionnelle, dont les retombées ne sont pas limitées à la finance, c'est tout le domaine des processus stochastiques. Ils ont un rôle majeur en physique, en chimie, on les retrouve en biologie, dans des tas de secteurs, et donc on ne peut pas traiter en une heure l'ensemble des composantes qui retournent autour de ça. Alors, moi,
je suis l'un des rapporteurs de la thèse et donc je vais faire un certain nombre de commentaires à Bachelier sur les points qui m'ont le plus surpris dans sa thèse. Et donc je m'adresse à Bachelier et je lui dis qu'en fait la lecture de son traité m'a particulièrement impressionné, et ceci pour plusieurs raisons. Donc il a en particulier une manière tout à fait originale de préciser ce qui est modélisable à la bourse. Et donc il explique très bien qu'en fait les cours eux-mêmes ne sont pas facilement modélisables parce qu'il y a beaucoup de bruits qui vont dans tous les sens, qu'on a du mal à identifier la tendance, et que ça, ce n'est pas les choses sur lesquelles on arrivera à faire, on pourrait dire maintenant dans un vocabulaire plus classique, des prévisions robustes et sûres. Donc lui, il va s'intéresser en fait à d'autres choses et il ne va pas chercher à tout modéliser dans la bourse. Et donc, c'est ce qu'il exprime, le calcul des probabilités ne pourra sans doute jamais s'appliquer au mouvement de la cote. La cote, c'est le cours habituel de l'action, et la dynamique de la bourse ne sera jamais une science exacte. Donc, d'entrée, il explique qu'en fait, ce qu'il va chercher à faire, ça va sans doute pas avoir tellement d'applications. Alors, il faut préciser un tout petit peu, ça veut dire pas trop d'applications dans ce qu'on appellerait la gestion de portefeuille. C'est là où on utilise vraiment la spéculation au sens actuel, mais ça va en avoir dans quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années dans le monde de la finance. Et donc en particulier, c'est ce que j'évoquais, quel est l'intérêt? Parce que dans le terme spéculation, il y a cette idée qu'a priori, on cherche plutôt à prévoir la tendance de la bourse. Mais ça, ce n'est pas l'objectif de Bachelier, et il va expliquer rapidement pourquoi. Il dit d'accord, on ne peut pas prédire la tendance, ou en tout cas ce n'est pas mon objectif parce que je ne crois pas que c'est là que j'arriverai à faire les meilleures mathématiques. Donc il faut savoir qu'on est en 1900, les moyens de traitement de données ne sont quand même pas infinis et on a fait des progrès depuis. Mais ce qu'il évoque, c'est que c'est quand même possible d'étudier mathématiquement l'état statique du marché. Qu'est-ce que ça veut dire l'état statique du marché? Eh bien, c'est la manière dont le marché aujourd'hui voit les choses et est prêt en quelque sorte à évaluer les risques pour entrer dans une transaction sur des flux qui seront payés dans le futur. Et donc, il dit effectivement qu'il va essayer de rendre ces affirmations un peu moins paradoxales et de donner de l'information sur la manière dont ça fonctionne. Alors, c'est extrêmement important de comprendre en fait quel genre les choses auxquelles il s'intéresse. Donc, ce que j'évoquais, alors je ne vais pas tous les décrire, d'ailleurs, c'est super dur de bien comprendre les produits qui sont décrits dans son traité, parce qu'on ne connaît pas toujours, c'est pas tout à fait le même vocabulaire qu'aujourd'hui, alors certains mots d'avant recouvrent des notions d'aujourd'hui, mais ce n'est pas les mêmes. Mais fondamentalement, il est concerné par ce qu'il appelle les primes, et qui correspond maintenant à ce qu'on appelle les options. C'est-à-dire, on fait des produits d'assurance, on fait contre des choses qui peuvent se produire dans le futur. Par exemple, cette question du règlement mensuel, on achète un titre aujourd'hui, et puis en fait, il ne sera payé que à la fin du mois, mais quand on l'achète aujourd'hui, on ne sait pas combien ça coûtera à la fin du mois. On peut dans le marché trouver plusieurs solutions pour se garantir que le cours à la fin du mois ne sera pas trop éloigné du cours d'aujourd'hui et qu'on ne va pas perdre beaucoup d'argent dans ce cas. Et donc, ce qu'il évoque ici, c'est que un titre qu'on achète aujourd'hui et qu'on paiera en fin de mois, on fait, si on peut avoir plusieurs actions dessus, soit on peut garantir une sorte de cours à 104 ici, ça veut juste dire qu'on fige le prix auquel on le paiera à la fin du mois, mais peut-être que 104, c'est beaucoup plus élevé que le cours réel qu'il aura, auquel cas on aura perdu. Ça s'appelle prendre une position à terme. Soit on peut s'assurer, et donc là, on s'assure contre le fait qu'on pourra le revendre à un niveau, en tout cas, garanti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va payer aujourd'hui 104,15, quelque chose qui permet d'être sûr qu'à l'échéance, on pourra le revendre à ce prix-là, revendre au moins à ce prix garanti, moins un petit quelque chose. C'est-à-dire que si les choses ont évalué dans le marché et
comporte à la baisse, eh ben, vous serez sûr d'avoir un prix garanti, un prix plancher, et c'est ça la caractéristique des options. Et donc la question pour Bachelier, c'est de comprendre en fait qu'est-ce que veut dire ces 15 centimes, c'est la prime qu'on paye pour avoir cette garantie, et puis comment ces 15 centimes en fait varient en fonction de la garantie à la fin, et puis aussi de la maturité. Donc ça c'est une option à 1 mois, mais elle pourrait être à 3 mois, 6 mois. À cette période-là, on n'allait pas très très long dans l'histoire de ces produits. Ces produits-là, maintenant, sont la brique de base de ce qu'on appelle les marchés financiers ou la finance de marché. Donc, ce sont des produits d'assurance et le produit qui est annoncé, là, s'appelle une option de vente. On dit aussi un put. Dans le vocabulaire, la maturité est 1 mois. Le prix qui est garanti, c'est le prix qui s'appelle le prix d'exercice. Et en fait, ce sont les produits qu'on va retrouver comme les briques de base de toute l'activité de l'assurance contre les risques financiers qu'on a vu se développer de manière exceptionnelle à partir des années 70 et en France plutôt 90, et sur lequel nos étudiants trouvent facilement du travail parce qu'il y a pas mal de modélisation. Donc la première question, en fait, c'est... Bon, il explique que, d'accord, il ne va pas pouvoir identifier tellement la tendance d'un cours, mais bon, quand on a des options de vente ou des options d'achat comme ça, les choses auxquelles on va être extrêmement sensible, c'est au mouvement général du marché, est-ce qu'on est plutôt à la hausse, est-ce qu'on est plutôt à la baisse, est-ce que ça aura un impact sur le produit qu'on regarde. Et donc, une vision assez naturelle, c'est de regarder, on fait l'historique des cours et de regarder ce qui s'est passé depuis quelque temps et voir si le titre est plutôt à la hausse, à la baisse, et des choses comme ça. Ça, bon, il n'y a aucun commentaire sur cet aspect-là dans la thèse de Bachelier. Ce n'est pas son problème, parce qu'il ne va pas proposer ni une description qu'on appellerait statistique maintenant, ni une analyse qualitative des données du cours pour comprendre comment il va se comporter, et rien du tout. Donc, a priori, relativement surprenant. Et ces explications, en fait, vont dans complètement une autre direction. Il dit, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est plutôt d'aller dans la direction de celle qu'il appelle le cours vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de cours vrai, qui n'est pas si facile à comprendre dans ses explications? En fait, il attire l'attention clairement du lecteur sur le fait que dans un marché, quand on doit acheter des choses dans le futur, eh ben, c'est pas complètement évident que quand on trouve un acheteur, ça veut dire qu'il est assez sensible à un type de risque qui peut affecter ses flux dans le futur, mais c'est pas évident qu'on trouve en même temps un vendeur pour de tels produits. Parce que si quelqu'un cherche à se couvrir contre une montée du cours, eh ben, on ne voit pas pourquoi, si tout le monde pense que le cours va monter, il y a quelqu'un qui accepte de vendre un produit qui couvre contre la montée des cours. Et donc ça, c'est la première des observations de Bachelier. Ça paraît tout à fait de bon sens, mais ça pose quand même des questions sérieuses dans les marchés financiers. Donc il affirme de manière très péremptoire que les cours cotés, en fait, ils doivent être débarrassés de leur tendance. Donc il sait très bien que certaines actions montent, que d'autres descendent, mais que quand on pense à investir sur un cours ou sur une fonction de ce cours dans le futur, en fait, la transaction doit se faire comme si les gens avaient supprimé la tendance du cours sous-jacent en quelque sorte, et qu'il raisonnait en ce qu'il appelle en cours vrai, c'est-à-dire ce dont il aura débarrassé de la tendance. Alors, débarrasser les cours de la tendance, en tout cas le faire matériellement, c'est pas du tout évident, et la question de la tendance, évidemment, est une question extrêmement importante. Et la tendance sur les cours, on peut le voir sur ces graphes qui concernent l'euro-dollar, c'est un exemple, on peut les trouver tous les ans. La tendance, c'est quelque chose qui existe très fortement. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va raisonner comme si on se débarrasse de la tendance? C'est pas une chose a priori évidente et c'est assez surprenant que ce soit un principe de marché qu'il énonce de cette manière. Donc ici, c'est le cours de l'euro-dollar différent. 3 ans successifs, je ne sais plus quelle date, de 2002, 2003, 2004. Il y a les périodes où ça monte, il y a les périodes où ça descend, et puis il y a les périodes où, même quand ça monte, entre les deux, ça monte, ça descend. Et puis on va tout de suite avoir un coup d'œil sur ces cours, parce qu'on n'aura pas toujours le temps d'y revenir très souvent. Donc une des caractéristiques dans les marchés financiers, donc c'est effectivement qu'il y a des tendances assez marquées, mais qu'autour des tendances, il y a toujours des fluctuations, c'est-à-dire même s'il y a une tendance à la hausse, en permanence, d'un jour sur l'autre, une fois vous montez, une fois vous baissez, mais il n'y a jamais des choses qui sont acquises de manière linéaire, et ça s'appelle les fluctuations des marchés financiers. Donc elle s'explique en partie par la présence de beaucoup d'acteurs et de beaucoup de bruit, et en fait ça va être ça que Bachelier va chercher en partie à modéliser. Donc quand même, il a cette affirmation que je trouve super originale a priori, c'est que bien qu'il sache que les choses se passent comme ça, il se dit pour qu'on rentre en transaction, on doit faire comme si chacun peut arriver à se mettre d'accord sur une sorte de représentation de ce qui va se passer, qui ne sera défavorable ni à l'un ni à l'autre, et il évoque que rentrer en transaction, ça ne peut se faire dans un marché équitable que si ça génère un phénomène équitable. Donc il évoque que le jeu financier doit être équitable, mais d'autres questions se posent autour de cette thèse. La deuxième question qui, moi, m'a interpellée énormément, c'est que Bachelier pose la question de trouver les prix donc, de ces produits dans le futur, mais il modélise directement la représentation des cours, enfin il ne va pas représenter les cours, mais les opérations en temps continu. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il ne va pas distinguer des dates qu'on transacte à des jeux, des dates discrètes. En général, les marchés étaient... il n'y avait pas de données intraday, c'était quand même ouvert assez souvent, mais on était assez loin de pouvoir penser que la vision de la représentation plus ou moins mathématique de ces phénomènes devrait se faire automatiquement en temps continu. Alors la restriction autour de ça venait aussi du fait que si on pense à la culture des probabilités qui pouvaient exister en 1900, c'est une culture qui est très orientée sur les chaînes de Markov, les jeux de Pouliou-Face, mais des phénomènes qui sont typiquement en temps discret. On regarde au maximum des suites de variables aléatoires. Là, on pense à la finance et on la pense en temps continu, et ce qui est vraiment surprenant dans le texte, c'est qu'il n'y a même pas une allusion au fait que ça pourrait être autrement. Donc c'est une vraie question à Bachelier, seulement il n'est pas là pour me répondre. Et donc c'est le premier point, il regarde les choses en temps continu, et ça je pense que c'est quand même très original aussi à cette époque-là. Et puis il énonce un certain nombre de principes sur ce qu'il appelle distribution d'évaluation, c'est-à-dire une sorte d'estimation des risques qui vont entacher les choses qu'il va regarder. Et donc, il pense qu'il doit y avoir une certaine symétrie autour du cours vrai. Ça veut dire que si on a éliminé la tendance, après, on doit avoir autant de chances d'être au-dessus ou en dessous. C'est ça ce qu'il évoque sous forme de symétrie. Et puis, alors, il affirme que la distribution des écarts, c'est-à-dire une fois qu'on repart dans le futur, ça ne doit pas dépendre du cours vrai. Et ça, c'est assez contestable. Et donc, ça ferait partie des points que j'aurais demandé de préciser lors d'une soutenance de thèse. Alors, avec ces 2 ou 3 principes, qui sont quand même relativement faibles, Bachelier va établir des lois sur la manière dont les probabilités doivent se comporter dans un monde où on cherche à se mettre d'accord pour faire des transactions.
Donc ici, l'enjeu fondamental, c'est qu'on puisse échanger sur, se mettre d'accord pour faire une transaction qui consiste à vendre quelque chose dans le futur. Donc c'est la différence peut-être de la gestion de portefeuille, où là vous avez vos coûts, vous achetez des actions et vous les revendez aujourd'hui, et vous engagez pas sur une opération qu'on va appeler à terme ou dans 3 mois. Là, l'objectif du bachelier, c'est ce qui va se passer dans le futur, et regarder pourquoi des gens peuvent se mettre d'accord autour de ça. Donc sa première idée, c'est de dire que déjà, les choses sont reliées à une sorte de probabilité ou de prix. Un petit peu plus tard, ces choses-là seront plutôt interprétées comme des prix. Et en fait, son idée, c'est que pour savoir combien on doit faire payer pour un produit financier, si on a déjà l'idée de combien on devrait faire payer pour le fait de toucher une unité si le cours se trouve dans le futur dans un certain état petit x, et bien ensuite on n'aura qu'à sommer ces probabilités, puisque si on doit évaluer une certaine fonction du cours, et bien on peut considérer que ça va être la somme de f de x fois le prix qu'on doit payer pour se trouver dans l'état x. Donc structurellement, ce prix qu'il doit payer, c'est ce qu'il appelle pt de x dx, ou la probabilité qu'à date petite x, à la date petite t, on se trouve dans l'état x. Et alors, il donne immédiatement ce principe comme étant la loi de fonctionnement du marché. Donc la loi de fonctionnement du marché, c'est un principe qu'il appelle de composition des probabilités. Qu'est-ce que veut dire composition des probabilités? C'est juste l'idée qui est très naturelle, que si vous faites une opération entre maintenant et la date t plus s, qu'on voit écrite ici, et donc là vous êtes en train d'évaluer le prix que vous devriez payer pour vous trouver dans un petit volume autour du point z, à la date t plus s, quand vous êtes parti d'aujourd'hui. Et donc ce qu'il évoque, c'est que pour se trouver en z à la date t plus s, eh bien, il faut être passé quelque part à la date petit t. Et qu'ensuite, eh bien, on doit, ça revient à regarder avec quelle probabilité on va se trouver en petit x, à la date petit t. Et puis, une fois qu'on sera en x à la date petit t, ben, cette date-là, il nous reste comme durée un temps petit s. Et puis, eh ben, il évoque cette propriété qu'on est indépendant de l'endroit où on devait se trouver. Et donc, ce qu'on aura à payer pour se retrouver donc en z, si on part de x, ben ça va être la même chose que de se retrouver en z moins x si on part de 0 à cause de cette propriété de stationnarité. Donc cette deuxième hypothèse de stationnarité est quand même assez contestable, et elle sera soulignée pas mal par Poincaré dans son rapport en disant que ça peut être vrai, mais il faudrait quand même réfléchir si la modélisation ne devrait pas être un peu étendue. Mais une fois qu'il a évoqué ça, donc l'idée c'est de dire je regarde où je vais me trouver à date petit t, dans l'état petit x, j'aurai partant de ce point-là à payer ceci. Alors les probabilistes connaissent bien ce raisonnement, c'est un raisonnement assez classique qu'on appelle de propriété de Markov. Bon, et donc j'aurai à payer ça, et puis j'ai juste à intégrer que je peux me trouver dans n'importe quel niveau petit x à date petit t, donc j'ai à sommer cette représentation. Et ça donne une contrainte sur le prix qu'on doit payer partant de 0 pour se retrouver dans l'état z à date petit t plus s, comme une équation de convolution. Et ça va être la base de la réflexion de Bachelier. Donc l'idée de Bachelier, c'est de dire il y a des lois fondamentales, et ces lois fondamentales disent que les prix infinitésimaux dans le marché doivent satisfaire cette contrainte. Et donc, avec extrêmement peu d'informations et de contraintes, il retrouve un mécanisme de formation des prix qui est tout à fait spécifique.
Donc ces hypothèses indirectes qui sont présentes ici seront relativement évidemment contestées maintenant, mais le mécanisme qui est décrit ici, c'est le mécanisme qui est connu sous le nom de il n'y a pas d'arbitrage intertemporel dans le marché, c'est-à-dire que les prix qu'on fait aujourd'hui correspondent à des prix qu'on pourrait faire dans le futur, sur des objets qui sont faits dans le futur. Donc cette règle-là et cette manière de raisonner est complètement moderne et tout à fait d'actualité, sera développée en fait par Markovitch et par d'autres un peu plus tard, de manière beaucoup plus abstraite et sans référence à la domaine de Bachelier. Bon, mais Bachelier, il a une expérience dans le marché, donc il ne suffit pas de dire comment on doit faire pour calculer, quels sont les principes qui régissent les prix, mais il faut aussi calculer. Et donc ici, il va essayer de résoudre cette équation de convolution. Donc à l'époque, l'analyse de Fourier était très développée, il va l'aborder sur plusieurs points de vue, donc soit il va regarder les transformés de Fourier de ces objets-là, et soit il va essayer de passer par l'équation de la chaleur. Donc quand il va regarder la transformée de Fourier, il va en déduire assez rapidement en fait que la solution de cette équation est directement associée à ce qu'on appelle la famille des lois gaussiennes, et comme en plus il veut que l'actif soit centré d'une certaine manière, ces lois vont correspondre à des lois gaussiennes centrées qui satisfont la propriété de convolution. Donc, c'est à partir de cette estimation des prix et de leur comportement infinitésimal qu'il va faire le lien avec les gaussiennes. Et là, il explique que retomber sur des gaussiennes, c'est des choses qu'on obtient assez facilement avec des petits bruits. Mais, et donc c'est un petit peu la culture de l'époque sur le théorème central limite et des choses comme ça, mais a priori c'est pas du tout l'esprit qu'il aborde pour tomber sur cette équation. Donc c'est une contrainte plutôt de marché, et il se trouve qu'il analyse après le résultat qu'il obtient comme étant proche de choses qu'il a pu observer. Et bon, alors évidemment, on fait la résolution de cette équation de convolution, et n'aboutit pas toujours aux familles de lois gaussiennes. On fait donc tous les processus à accroissement indépendant et stationnaire, ceux qui ne sont pas nécessairement en trajectoire continue, vont satisfaire à cette équation-là, et donc il faut des hypothèses d'intégrabilité supplémentaires qui vont conduire au cas gaussien, donc dans la situation qui correspond au mouvement brownien si on anticipe sur les choses qui vont derrière. Et Poincaré souligne à chaque fois qu'il faudrait être un tout petit peu plus rigoureux pour justifier les choses dont il est question, mais grosso modo, ça reste quand même un point de vue très fort qui dit juste qu'un peu de cohérence dans le marché aboutit pour les prix de négociation au fait que comme si on ne va chercher les distributions des prix que dans les familles gaussiennes. Alors, à cause de l'équation de convolution et de la dépendance en temps de tout ce qu'il exprime, en fait, il va mettre en évidence que notamment les prix de ce qu'il appelle les options à la monnaie sur les matières premières varient en racine de t. C'est quoi une option à la monnaie? Dans cette représentation-là, ça va consister à estimer en fait l'espérance que la variable dans un mois, moins sa valeur d'aujourd'hui, la partie positive de ça correspond au prix d'option, ce qu'on appelle à la monnaie. Et c'était une chose qui avait été souvent observée dans le marché, que ça se comportait en racine de t. Et donc, avec l'équation de convolution qui a mise en évidence, le calcul gaussien standard permet évidemment de montrer ça immédiatement. L'autre point sur lequel il insiste, c'est que comme il a exprimé qu'on devait corriger tous les cours de leur tendance, ce qui reste dans cette représentation-là, c'est que les distributions gaussiennes qui d'habitude dépendent d'une moyenne et d'une variance, comme la moyenne c'est 0, elles dépendent plus que de la variance, et à cause de l'équation de convolution, là il y a une propriété donc de proportionnalité par rapport au temps qui est bien connue
pour les processus à accroissement indépendant, et donc en fait la variance est obligatoirement proportionnelle au temps, et donc il va caractériser complètement les distributions à partir juste du paramètre de variance. Et ça donc c'est d'une modernité extrême, puisque les marchés ne discutent dans ce monde-là, dans cette vision-là, que de la dispersion en termes de volatilité, de dispersion des cours, et c'est le paramètre de marché que tout le monde regarde. Donc Bachelier a vraiment insisté et mis en place dès le début cette représentation. Sauf, je veux quand même souligner qu'il n'a jamais cherché à modéliser les cours par eux-mêmes en faisant référence à des statistiques. Il a mesuré des distributions de répartition de là où on devrait se trouver. Et en fait, c'est pas si éloigné de la vision d'Einstein quand il regarde la position des particules. S'il va essayer de décrire, c'est la probabilité qu'une particule se trouve quelque part et pas une représentation des particules. Et donc, on continue l'exploration, je suis un peu longue, et dans la deuxième partie, une fois qu'il a expliqué la finance, après, donc il a mis en évidence l'équation de convolution, la gaussienne, et après il dit qu'il faut qu'il explique aux gens pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça se passe, on fait comme dans le monde de la physique. Et donc là, il va faire le lien avec les jeux de hasard pour expliquer en fait que les choses auxquelles il tombe ne sont pas si éloignées de ce que les gens regardent d'abord. Et donc, il va étudier les propriétés du jeu de pile ou face, centré, et il va montrer en fait qu'un tel jeu a des propriétés en espérance, grâce à la formule de Stirling et aux résultats asymptotiques, qui sont elles aussi, quand on s'intéresse à la partie positive d'un gain, très proches d'un phénomène qui est en racine carrée du temps. Et donc, il va vraiment montrer que le jeu de pile ou face, en fait, est une bonne approximation, d'un certain sens, des phénomènes qu'il cherche à expliquer. Et donc, il va rationaliser ça, et ça correspond aussi à quelque chose qui est très connu maintenant et très formalisé dans le monde des probabilités, qui est l'approximation, en fait, du mouvement brownien par la promenade aléatoire. Et donc, au vu de toutes ces choses super originales, en mars 2000, le jury avait délibéré pour donner la mention très honorable avec les félicitations du jury, donc à Bachelier. Alors voilà la seule photo qu'on a de Bachelier, en tout cas publique, le jour de sa soutenance de thèse, habillé de la toge, et puis sinon c'est celle du petit garçon qui doit avoir 15-16 ans que j'avais présenté au début. Alors, ce qu'il faut, pourquoi est-ce qu'on insiste sur ces propriétés-là? C'est qu'en fait, Bachelier n'a pas reçu un accueil aussi enthousiaste que celui que j'ai pu décrire, et en particulier, Poincaré dit que ces maths sont originales, mais qu'il y a des petites erreurs et qu'il devrait les corriger et être plus vigilant sur les hypothèses. Il trouve quand même qu'il aurait mieux fait de faire de la physique que de la finance. Et en fait, il aura seulement la mention honorable, et c'est comme maintenant, si on n'a pas très honorable, on a peu de chances de trouver un poste, et Bachelier aura beaucoup de difficultés à trouver du travail. Mais il va quand même continuer à travailler, non pas en finance, mais en probabilité, et en fait, il va en particulier continuer à travailler. Il a des travaux très intéressants sur les processus, et ces travaux-là rencontreront un écho positif dans la communauté probabiliste un petit peu plus tard. Et donc, c'est clair que Bachelier a trouvé dans la finance et dans la modélisation des cours, ses observations, une source très importante de problèmes sur lesquels il a su apporter des choses assez nouvelles. Donc la question de savoir, la question de cette prévisibilité des cours que refuse a priori Bachelier, en fait ça c'est des choses évidemment qui sont au centre de la finance, mais pas de la finance de marché dont je continuerai à parler. Donc j'en évoque juste un tout petit peu ici pour dire que c'est des champs importants, mais les domaines de la finance sont assez cloisonnés, n'utilisent pas nécessairement les mêmes outils.
Donc la question de savoir si les prix se comportent comme au hasard, c'est une grande question que les gens se posaient, mais les choses intéressantes dans l'analyse des cours, mais plus statistiques, là, bon, c'est donc l'observation que les distributions des rendements des cours ne sont pas vraiment gaussiens, que les phénomènes ont des comportements qui ne sont pas à n'importe quelle échelle de temps en racine de t. En fait, Mandelbrot développe une théorie des fractales à partir des données financières. En particulier, une chose extrêmement importante dans les applications, c'est le fait que les probabilités de très grands mouvements sont beaucoup plus importantes que celles qu'on pourrait observer dans la représentation. Mais l'utilisation de ces représentations et de cette analyse statistique, et ça a créé de nouvelles théories statistiques, est surtout utilisée quand on va faire de la gestion, plus que quand on va faire donc cette vente de produits dérivés. Alors, je ne vois pas bien quelle heure il est, j'ai déjà parlé 3/4 d'heure. Ouh là là. Bon, alors je vais parler quand même un peu de proba parce que ça c'est vraiment génial. Et donc, parallèlement à Bachelier, donc on l'appelle le père du mouvement brownien. Et donc on va voir démarrer à partir de 1900. Bien sûr, il y avait des choses avant, il y a des choses après, mais on va voir découvrir la grande aventure pour moi des processus stochastiques. Et donc, qu'est-ce qu'un processus stochastique? C'est un phénomène aléatoire modélisé en temps continu. Et donc c'est une grande aventure parce qu'il y aura un dynamisme incroyable et des résultats mathématiques extrêmement importants. Et puis l'autre direction, on a démarré avec Bachelier, mais et j'avais préparé un transparent historique, mais il marchait, j'ai mal inséré, donc ça ne marchait pas. Donc il y a la physique qui va être au cœur d'un certain nombre de développements avec les découvertes d'Einstein sur le mouvement brownien et leur représentation dans la même philosophie. Donc là, on aura la physique statistique qui va se développer aussi dans le même genre de direction. Il y a des éléments en biologie. Et puis, il y a, alors ça c'est l'aventure qui m'intéresse, puisque par nature je suis probabiliste, enfin pas par nature, mais par culture, dirons-nous plutôt. Et donc, en même temps, il va y avoir toute la théorie mathématique de ces objets assez compliqués, comme vous voyez, qui va se mettre en place progressivement. Donc, je ne vais pas faire la liste exhaustive. Oui, bon, ça c'était comment. Donc, en fait, Bachelier, en faisant sa décomposition avec le jeu de pile ou face, là, en petit bout, va démontrer, il va s'intéresser à l'aspect infinitésimal du comportement, ce qui était structurel dans ce qu'il regardait, et il va démontrer en fait que sa densité de probabilité satisfait l'équation de la chaleur. Et en fait, ça, c'est le lien fondamental avec l'observation d'Einstein sur le mouvement des particules à l'intérieur d'un liquide soumises à des chocs, c'est qu'on ne peut pas prédire, on ne peut pas suivre la trajectoire d'une particule, mais on peut prédire avec quelle probabilité elle va se trouver quelque part, et on va retrouver ce phénomène gaussien qui est présent absolument partout. Donc le point, c'est qu'associé à la description de Bachelier, il y a aussi cette équation de dérivée partielle, qui est l'équation de la chaleur, et qu'on va retrouver de manière extrêmement fréquente dans toute la suite. L'autre point qu'on observe ici, c'est qu'on s'intéresse à des phénomènes dont on estime la probabilité que le phénomène lui-même se trouve quelque part. Donc, estimer une probabilité, c'est toujours regarder quelque chose qui se passe en moyenne. Or, toute l'évolution qu'on va voir apparaître à partir des années 30 ou même 25 dans le monde des probabilités, ça va être en fait d'essayer de travailler de plus en plus sur ce qu'on appelle les trajectoires, c'est-à-dire la représentation mathématique du phénomène, et puis ensuite seulement de prendre l'espérance. Alors, si on essaye de modéliser par le jeu de pile ou face ou par des représentations quelconques le mouvement brownien, donc le phénomène en fait qui suit cette distribution gaussienne qu'évoque
Bachelier, processus accroissement indépendant, stationnaire, etc., on arrive à des trajectoires, alors là, ça c'est possible parce qu'on a des ordinateurs, qui ont cette forme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire toutes les trajectoires qui sont là? C'est en fait exactement la simulation du même phénomène, c'est-à-dire qu'on a pris des petits intervalles de temps, le petit découpage de Bachelier, on a tiré une petite gaussienne entre deux dates, et puis on a additionné le résultat, et donc les graphes et les couleurs, alors vous voyez des variations importantes, et les graphes et les couleurs correspondent à des tirages aléatoires, juste différents, c'est tout. Mais c'est exactement le même phénomène en moyenne qui est représenté. Alors, vous voyez que ces phénomènes peuvent avoir des comportements assez bizarres. Il y a ceux qui reviennent autour de zéro. C'est des phénomènes qui, en moyenne, sont censés être centrés. C'est-à-dire, si on faisait plein de tirages et qu'on prenait la moyenne, on devrait trouver zéro à chaque date de temps. Mais quand on les regarde suivre, celle-là, par exemple, on croirait qu'il y a une tendance autour de ça. Eh bien non, il n'y a pas de tendance. À chaque étape, on a une chance sur deux de monter ou de descendre. Et les représentations accumulées de ces phénomènes peuvent générer des choses assez bizarres. Alors, je dirais peu de choses sur les mouvements déficitiens, puisque je n'ai pas le temps. Donc ça, c'est un graphe d'un mouvement brownien deux-dimensionnel. Donc c'est exactement le même phénomène. Vous avez chaque coordonnée, en fait, qui est un brownien, et les couleurs qui sont représentées là, et que ces dessins magnifiques sont réalisés par Jean-François Colonna au CMAP, j'ai fait une faute d'orthographe. Donc les couleurs en fait décrivent l'évolution temporelle. Donc les choses qui ont les mêmes couleurs, c'est des choses qui se trouvent à peu près dans les mêmes périodes de temps. Et puis donc on voit des agrégats plus importants que l'intuition qu'on pourrait avoir, et puis un certain nombre de phénomènes variés. La courbe qui est autour, qui centre la trajectoire, ça a duré je ne sais pas combien de temps, et c'est l'enveloppe de la trajectoire, et comme pour ceux qui connaissent ces phénomènes, vous voyez que l'enveloppe ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un fractal, qui est une des choses que décrivait Mandelbrot de manière extrêmement présente. Alors, il y a 36 000 manières de générer les mouvements browniens en plusieurs dimensions, et puis il y a des problèmes physiques super importants et intéressants, et ils ont... donc ça, c'est le mouvement des particules sur une grille, et il y a 60 particules qui se choquent, et si on les regardait évoluer, on aurait aussi des phénomènes du même genre. Donc ça a alimenté la réflexion physique et probabiliste de manière extrêmement importante, mais dans une direction qui est une direction motivée par ces problèmes-là, que je n'ai absolument pas le temps de décrire ici, mais il y aura d'autres conférences sur des sujets comme ça très importants. Donc pour nous, en fait, ce qui va être important, c'est qu'on se retrouve avec des phénomènes dont on observe la complexité, qui sont perçus comme des phénomènes qui portent sur des fonctions continues, donc de l'aléa sur les fonctions, déjà de l'aléa tout court, on était plus ou moins à l'aise, mais l'aléa sur les fonctions continues, là, ça devient assez compliqué. Et en fait, ce qui va se faire, c'est qu'Einstein n'a aucun moyen de modéliser abstraitement l'objet auquel il est en train de mettre le doigt. Et c'est Wiener, en fait, en 1923, qui va proposer la première modélisation du mouvement brownien dans une optique de décomposition en série de Fourier avec des processus aléatoires à la base de Fourier. Et donc, c'est la première représentation mathématique qui va permettre, en fait, de travailler avec cet objet. Pour le moment, on connaît ses propriétés en moyenne, mais on ne sait pas vraiment le représenter, on va dire, oméga par oméga. Alors, il y a beaucoup de dates. Alors là, je décris l'aspect plutôt des probabilités sur cette question-là, et Kolmogorov, en fait, va jouer un rôle tout à fait déterminant en 1933, mais en 1931, il apparaît clairement qu'il connaît l'œuvre de Bachelier. Et en 1933, qu'est-ce qu'il fait? Il va développer ce qu'il appelle une axiomatique des probabilités, donc trouver un cadre formel dans lequel on va pouvoir parler des objets probabilistes. Alors, c'est ce qu'on appelle l'espace oméga AP. Oméga, c'est l'ensemble des épreuves. A, c'est une tribu. Et P, c'est la probabilité sur les événements de la tribu. Donc, ce malheureux espace oméga AP fait s'ouvrir un nombre incroyable de jeunes étudiants chaque fois qu'ils doivent apprendre les probabilités. Et donc,
on sait à tel point que maintenant on n'ose à peine plus parler de oméga AP quand on n'en a pas vraiment besoin. Mais en fait, ça a été révolutionnaire et toute l'histoire des probas et de la finance relève en fait de cette introduction de concepts au bon moment. Maintenant, on a un cadre pour parler d'objets qui peuvent être très compliqués. La théorie de la mesure a fait des progrès spectaculaires au début du siècle avec Borel et Lebesgue dans les années 1900. Bon, et Kolmogorov fait le lien direct entre théorie de la mesure et probabilité dans ce contexte-là. Donc l'espace oméga, ça peut être l'espace des fonctions continues et travailler sur l'espace des fonctions continues pour représenter un brownien, c'est travailler avec la mesure de Wiener. Et ça, c'est des choses qui vont se mettre en place très progressivement. Alors, à quoi servent les tribus? Quand on a juste une tribu, c'est un objet mathématique qui permet de ne pas dire des bêtises quand on fait de l'intégration. On ne peut pas toujours intégrer n'importe quoi. Mais quelque part, les objets vraiment utiles, les objets, on comprend toute leur importance quand on en change. Et en fait, les tribus vont être utilisées beaucoup dans la vision dynamique pour essayer de décrire l'information qui est à disposition de celui qui prend une décision à une date donnée. Donc, si vous avez laissé évoluer un phénomène au cours du temps, vous avez pu stocker l'information du phénomène. Si vous devez prendre une position dans le futur, vous allez avoir envie d'utiliser cette information. Et la question comment on représentait cette information était une grande question. Et du coup, les gens ne travaillaient essentiellement qu'avec des phénomènes qu'on appelait markoviens, où l'observation du phénomène lui-même, mais pas de son passé, suffisait à tout expliquer. Grâce à Kolmogorov, on va pouvoir en faire un peu plus. Mais nous, on s'intéresse plutôt au mouvement brownien, et donc Paul Lévy, je vais passer le transparent d'après, va jouer un rôle tout à fait déterminant. Et puis j'ai cité Döblin, là, qui a toute une histoire, mais si je rentre sur l'histoire de Döblin, là, vous n'aurez même plus un mot sur la finance future. Donc, qu'est-ce que va faire Lévy? D'abord, c'est l'orfèvre du brownien. Donc, lui, il comprend tout sur le brownien. Alors, c'est quand même un phénomène compliqué. Vous avez vu les graphes d'une trajectoire deux-dimensionnelle. Il est capable d'étudier s'il y a beaucoup de points fixes, points doubles, points triples, etc. Enfin, une intuition phénoménale et aussi une capacité à formaliser un minimum de choses. Et puis, lui est le premier à avoir dit qu'on ne va pas regarder seulement un mouvement brownien qui a des trajectoires continues, mais aussi des processus qui ont des sauts. Et il va démarrer une analyse, un petit peu de l'analyse du calcul stochastique. Donc, à partir du oméga AP de Kolmogorov, en fait, l'histoire des processus va exploser partout dans le monde. Et donc, les écoles particulièrement dynamiques sont l'école russe, l'école américaine. Au Japon, avec Ito, il va y avoir des choses complètement déterminantes. Et puis, la France est très active. Il y a Paul Lévy, toute une descendance, et le laboratoire de probabilité de Paris 6, Paris 7 est le plus gros laboratoire de probabilité du monde. Et donc, il y a une dynamique générale, et parmi les noms, on peut citer Doub et puis Paul-André de Meyer. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé activement, mais Doub, il est encore en vie, mais Meyer est décédé très récemment. Sinon, ce serait difficile de trier dans la communauté française. Alors, de quoi s'agit-il? Grâce à Kolmogorov, on a commencé à être capable d'exprimer des choses, et maintenant, en fait, on sait formaliser les problèmes, et maintenant, on va essayer de faire du calcul sur ces objets bizarres. Alors, les objets sont typiquement non classiques pour faire du calcul, puisque la première des choses qui caractérise le mouvement brownien, c'est le fait qu'il y a des changements de torne permanentes, les fluctuations correspondent à des variations, et donc l'idée de faire un calcul différentiel ou stochastique autour de ça, qui est un enjeu de la théorie, en fait pose évidemment pas mal de difficultés, mais en même temps c'est quelque part indispensable pour arriver à travailler avec ces objets. Donc là, on est en train de glisser de l'analyse en moyenne qu'avaient proposé Bachelier, Einstein et d'autres à une analyse sur les trajectoires. On essaye de travailler avec les fonctions elles-mêmes, et puis quand on voudra faire une sorte d'estimation de ce qui se passe, on prendra la valeur moyenne en C. Donc, grâce à la formulation de Kolmogorov, on peut aussi voir apparaître un développement avec Doub et puis Meyer d'ailleurs de la théorie des martingales qui permettra progressivement de s'affranchir d'hypothèses d'indépendance comme on l'avait vu au point de départ. Et donc, c'est ce qui se passe en France et puis évidemment ailleurs autour des années 60. La grande évolution, ça va être
le développement exponentiel de la théorie des martingales et de plus en plus l'analyse des processus qui eux-mêmes d'habitude se faisaient pas mal en référence à la théorie du potentiel vont en quelque sorte rester dans une étude qui est de plus en plus purement probabiliste. Alors, c'est quoi ce calcul qui cherche à se mettre en place et qui n'est pas si naturel que ça? C'est ce qu'on appelle le calcul différentiel, et en fait Ito, le professeur Ito, il est toujours en vie d'ailleurs, mais qui avait 10 ans maintenant au Japon, et qui a mené toute une école très dynamique à Kyoto. En fait, le professeur Ito, il cherchait à faire un calcul différentiel, parce que ce qu'on voit très bien, c'est que les phénomènes qu'on arrivait à expliquer, on arrivait entre t plus dt, on savait à peu près, on avait intuition de certaines choses, mais quand on devait les analyser globalement, c'était beaucoup plus compliqué. Ça, c'est une idée qu'on va retrouver dans la suite. Et donc, la question n'est pas complètement triviale, et là je vais présenter en un demi-transparent les choses nécessaires en fait pour faire un calcul avec des choses comme ça. Donc maintenant, l'aléa, c'est des fonctions continues, et puis on va vouloir faire un calcul différentiel avec les fonctions. Mais avant de différencier, en fait, il faut savoir intégrer. Et donc la première des choses, ça a été de définir comment on peut intégrer avec ces processus. Alors, on sait très bien qu'on ne peut pas intégrer tout et n'importe quoi, et quand dans les processus aléatoires, c'est encore pire, et donc il va falloir mettre des contraintes en quelque sorte pour définir les objets sur lesquels on sera capable de définir une notion d'intégrale. Et pour ça, contrairement au processus habituel de l'intégrale de Stieltjes, où c'est une notion de variation finie, en fait, on va regarder les accroissements du processus, mais au lieu de les regarder en valeur absolue, on les regarde au carré. Et quand, par exemple, on a un brownien, WTI plus 1 moins WTI au carré, ça, en espérance, c'est exactement TI plus 1 moins TI. Et donc, ces objets-là, au moins en moyenne, ils ont des bons comportements, mais à condition qu'on soit passé au carré. Et si on était resté en valeur absolue, on aurait des comportements racine carrée de t, comme évoquait Bachelier, et ça ne fonctionnerait pas dans le passage à la limite. Mais là, en fait, on peut avoir une sorte de caractérisation des objets avec lesquels on sait travailler, parce que si on sait que cette variation quadratique a une limite, qu'à la limite, c'est un processus qui est continu et évidemment fini, ça va être un processus croissant, et à ce moment-là, on peut travailler avec. Si on a le brownien, cette limite, c'est le temps, en fait. Mais quand ce n'est pas le temps, c'est à peine plus compliqué. Et donc, c'est quoi faire du calcul stochastique? La première étape, et Ito était très attaché à ça, c'est pour ça qu'on prend un cadre assez général, c'est qu'il voulait en fait donner les propriétés de la composition de ces trajectoires-là prises le long d'une fonction, petit f, régulière, alors il faut qu'elle soit de classe C2 bornée, et il voulait être capable de calculer la différentielle de ça et de pouvoir l'analyser. Donc j'ai écrit la formule qu'on appelle la formule d'Ito, et elle a 2 lignes. La première, en fait, elle surprend pas les gens qui ont l'habitude de faire des différentiels, puisque la première, c'est regarder les dérivés au sens habituel. Je dérive en temps, c'est le truc qui est là-bas. Je dérive par rapport à x et je réintègre par rapport à x, c'est le terme qui est ici, c'est la formulation habituelle d'un mouvement pour un mouvement déterministe, mais l'enjeu qui est nouveau et qui est lié au fait que les termes en quadratique se comportent comme des termes en dt, c'est qu'il y a un terme correcteur pour avoir une formule exacte, et ce terme correcteur, si vous pensez à la formule de Taylor, par exemple, c'est souvent une manière pour obtenir ces écritures différentielles, et le terme d'ordre 2 dans la formule de Taylor pour ces processus n'est pas un infiniment petit par rapport au terme d'ordre 1. Et donc on a la description en fait de ce qui devrait apparaître. Mais quand je fais ça, j'explique pourquoi j'ai un terme d'ordre 2, mais là j'ai triché puisque j'ai écrit un symbole intégral d'un f' de s et de xs dxs, et le dx, ça peut être le mouvement brownien, ça peut bouger dans tous les sens. Et donc, en fait, il faut donner un sens à ça. Bon, et donc, cette intégrale-là, c'est ce qu'on appelle typiquement l'intégrale stochastique, et au moins dans le cas continu qui nous intéresse, elle est obtenue comme limite de ce qui est très naturel d'ailleurs, les sommes de Riemann, c'est-à-dire on prend le coefficient, on discrétise l'intégrale, on prend le coefficient, on fait f' de ti, x de ti, on multiplie par la variation, et ça c'est l'objet qui, s'il a une limite, s'appelle intégrale stochastique de delta par rapport à dxs.
Et donc, avec les hypothèses qu'on a faites, on sait définir ces objets-là, dans certains cas presque sûrement, et souvent dans une théorie de type L2. Alors, pourquoi ces objets jouent un rôle complètement déterminant en finance? C'est que ça représente, et ça joue un rôle très important en proba, en théorie des jeux et partout, ça représente en fait, par exemple, le gain d'une stratégie. C'est-à-dire que si vous misez delta sur un actif petit x, entre deux dates, ce que vous allez gagner, c'est la variation de x face à votre delta. Et donc ça va représenter, l'intégrale de ça représente le gain cumulé d'un joueur qui suit une stratégie delta et qui investit dans ce genre d'objet. Donc le fait que ces objets-là aient un sens, ce n'est pas une trivialité, mais une fois que ça a été acquis, en fait, l'utilisation de ça est très importante. Il y a 2 points qui sont décisifs dans cette représentation. Si on veut faire autre chose que des fonctions, en fait, c'est que les deltas qui sont là n'anticipent pas sur le futur. La prise de décision doit descendre que du passé. C'est ce qu'on appelle le fait d'être non anticipatif. Mais les prises de décision dans les mondes dynamiques sont très naturellement non anticipatives. Le dernier point, c'est que si vous faites un calcul différentiel, après, vous cherchez à résoudre des équations différentielles stochastiques. Les modèles de la finance standard, c'est celui-là pour Bachelier, celui-là pour Black-Scholes-Hampton quand on va le voir, mais souvent, on sait résoudre des équations différentielles stochastiques et grâce au calcul d'Ito, dans ce cas-là, on sait complètement écrire la différentielle d'une fonction de t et de xt, mais les coefficients ne vont dépendre que de x. Donc ça, c'est juste un petit calcul de composition, mais les conséquences sont très importantes parce que ça permet en fait, dans ces phénomènes compliqués, de se ramener pour calculer, ça veut dire espérance, elle a sauté, l'espérance d'une certaine fonction de t de grand xt, on fait une des choses qui intéressait Bachelier, c'est dans un contexte un peu plus général de faire le lien entre ce calcul en moyenne et la solution d'une équation aux dérivés partiels. Et donc, c'est facile de démontrer, c'est le lien entre équation dérivée partielle et équation différentielle stochastique, que ce calcul-là se ramène en quelque sorte à un calcul infinitésimal. Et le calcul infinitésimal, il est dirigé par cet EDP du 2e ordre avec une condition terminale qui est celle à laquelle on s'attend. Et donc ça va être, on va après passer la main au numéricien pour résoudre ces équations-là quand les choses sont compliquées. Alors c'est vrai en dimension 1, mais c'est évidemment vrai en dimension n. Et donc ce lien est très important. On peut dire que les probabilités avec leur trajectoire donnent une représentation, en quelque sorte trajectorielle, du mouvement qui est sous-jacent à des équations elliptiques du 2e ordre. Alors un autre point de vue se développe beaucoup maintenant, c'est, si je reviens à l'idée de ces équations, maintenant on est capable, et c'était important, de les simuler. Et pour les simuler, on va discrétiser les équations, tirer des browniens et être capable de les représenter. Alors je souligne cet aspect parce que ça correspond à une dimension en fait des probabilités qui a explosé ces dernières années, ce qui correspond à ce qu'on appelle les méthodes de Monte-Carlo et qui a énormément d'implications dans le monde de la finance. Alors, on revient en finance. Donc ça, c'est les outils. Alors, il y a des milliers de choses qui sont développées pendant cette période. Les probas étaient partis de presque rien dans le temps continu. Maintenant, on a des outils très solides et très sophistiqués. Mais quel est le lien et pourquoi on peut faire l'aller-retour avec la finance? Alors, en fait, cet aller-retour, il est très long. Je vous ai dit, Bachelier, on l'a quasiment oublié. Les probabilistes l'ont reconnu, mais pas le monde de la finance avant les années 60. Et c'était plutôt culturel pour dire qu'il avait eu des idées super. Mais en 70, en fait, qu'est-ce qui se passe en 70? En fait, c'est le début de la libéralisation des marchés. Donc, le dollar américain n'est plus indexé. Il n'y a plus de parité avec l'or. Et donc, le dollar fluctue, les taux d'intérêt fluctuent. Il y a pas mal de faillites. De plus en plus, les opérations financières sont internationales. Bon, révolution de l'informatique, tout ça c'est baratin, mais en fait c'est une réalité d'une très grande force dans les marchés. Il ne serait pas passé les choses qui ont évolué ces dernières années s'il n'y avait pas eu ça.
Donc une évolution énorme et entre-temps la création de marchés financiers, donc en France, le Matif et le Monep en 87. Les points aussi très importants, c'est que depuis les années 70 et un peu plus tard sans doute, les montants d'argent qu'on lève pour les retraites et les fonds de pension qui doivent être investis dans les marchés sont absolument énormes. C'est des fonds qu'on doit investir dans des endroits qui ne sont pas très spéculatifs, qui ne prennent pas trop de risques, donc qui doivent être relativement assurés. Et donc tout ça crée une sensibilité au risque financier, la nécessité de vivre dans un monde où tout bouge. Je vous ai montré les taux de change, ça peut être terrible, et donc extrêmement difficile pour les acteurs de l'économie d'intervenir dans cette représentation. Alors, qu'est-ce que va faire la communauté financière? Eh bien, elle va créer un marché que moi j'appelle du risque financier, qui est le marché des produits dérivés. En fait, c'est les marchés d'options. Et toutes leurs évolutions, puisque c'est devenu un marché extrêmement important, et donc évidemment l'innovation financière qu'on voyait, qui était classique chez Bachelier, mais concernant pas énormément de gens, est devenue explosive. Alors, il y a un impact et une date très spécifique, c'est la création d'un marché public sur ces produits dérivés qui existait déjà en 1973, en fait à Chicago, et puis après, il y a plein d'autres marchés, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce marché, ça fait date? Parce qu'en fait, c'était la première fois qu'il y avait des options qui étaient traitées directement sur un marché organisé, c'est-à-dire régulé en quelque sorte, et les prix de ces contrats étaient affichés dans le marché. Et donc, tout le monde affichait ses prix et puis le client se servait. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, les prix, ils ont chuté beaucoup. Et donc, les banques qui avaient l'habitude de prendre une marge assez raisonnable parce qu'elles avaient du mal à analyser leurs risques dans ce cas-là, elles ont perdu beaucoup d'argent à l'ouverture du marché de Chicago parce qu'elles vendaient des options, les prix avaient beaucoup baissé et elles considéraient que ça ne leur permettait pas de couvrir les risques qu'elles prenaient à la place de leurs clients, parce que vendre un produit financier, c'est bien faire ça. Et donc, il y a un double problème, permettre aux gens, aux acteurs de l'économie de pouvoir vivre dans un monde où tout fluctue, et puis en même temps, permettre aux gens le problème, c'est que les gens qui étaient prêts à assurer ces risques-là, s'ils n'avaient pas des outils nouveaux pour gérer les risques qu'ils prenaient, ils avaient des problèmes majeurs et ils ont perdu beaucoup d'argent. Alors, ils ont résolu leurs problèmes nouveaux en 1973, puisque, comme vous voyez maintenant, le marché de l'assurance, entre guillemets, du risque financier, c'est 13 trillions de, je ne sais pas combien de milliards de dollars. Il y a plein de contrats et plein d'activités, et donc c'est un marché très florissant, mais qui est quand même un outil indispensable de la structure économique. Alors, donc, on a vu qu'avec Bachelier, en 1900, les options, ça existait, mais là, on a un nouveau problème, quoi. Il y a la concurrence, les prix baissent, et puis, a priori, il y a pas mal de choses à vendre. Les clients sont mieux renseignés, connaissent mieux les prix, c'est plus le contrat de gré à gré. Et le point de vue de Bachelier, qui cherchait surtout à voir pourquoi les prix se comportaient comme ça, enfin, du moins, comment on devait les faire, ça ne devient plus assez. Il faut aussi introduire un moyen pour celui qui vend l'option, donc qui prend les risques, de réduire le risque de la gestion. Et donc ça, c'est la grande question qui est posée, mais vraiment brutalement, parce que les pertes sont très rapides à l'ouverture du marché de Chicago. Donc, un nouveau problème, qu'est-ce que c'est pour ça? On ne trouve pas la solution dans les outils existants ou dans les idées existantes, et ça sera clairement ce que vont apporter Black-Scholes et Merton en 1973. Ils vont apporter des idées nouvelles, contraintes aussi par la demande du marché, très différentes, pour résoudre en partie ce problème-là. Alors, quand je dis pour, en fait, c'est faux. Ils ont fait un travail académique. Bon, d'ailleurs, le travail académique a été refusé 2 fois ou 3 fois avant d'être publié, mais il se trouve que ce travail académique, donc au point de départ, c'était tout à fait dans un travail académique un peu comme Bachelier, ils ne cherchaient pas à le vendre directement sur le marché, mais il y avait ce problème très réel dans le marché, la réponse qu'ils apportaient était très adéquate à leur problème, et donc le fit s'est fait immédiatement. Et donc, quelle est la réponse à tout ça? C'est la théorie du portefeuille. En fait, c'est d'introduire la théorie du portefeuille dans le monde des options. Alors, c'est quoi la théorie du portefeuille? Tout à l'heure, on a vu que l'intégrale stochastique, c'est la valeur de
du résultat d'une activité de gestion d'investissement. C'est ça ce qu'on appelle un portefeuille. Et la théorie du portefeuille et l'action de gestion de portefeuille, c'est un truc très très actif aux États-Unis, mais quand on gère des portefeuilles, on met le temps, quand on bouge son portefeuille tous les mois, etc. Tandis que dans le monde de la finance, on va voir que c'est infiniment plus rapide, mais cette culture du portefeuille, j'achète, je vends et je dois faire des sous avec, était très très présente dans le marché. Mais c'était une culture de spéculation, c'est-à-dire on a des anticipations, on achète en fonction. Donc c'est original d'utiliser cette culture pour le mettre dans le monde des options, qui n'était pas du tout dans la même philosophie, comme on l'a vu, et comme l'affirmait clairement Bachelier. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eux, ce qu'ils proposent, en fait, c'est d'utiliser les idées de la gestion pour réduire, en fait, l'exposition qu'on supporte dans le monde des options. Donc, même si ça n'a pas eu un succès académique immédiat, en fait, ça a eu un succès professionnel incroyable parce que c'était la solution pour les marchés et ça ne se serait pas développé comme ça l'était s'il n'y avait pas eu ce point de vue-là. Donc, ils ont reçu le prix Nobel en 1997 et en 1998, ils étaient des acteurs importants de l'une des faillites de hedge funds les plus importantes qui a failli foutre en l'air le système financier. Mais bon, comme quoi les mathématiques. Après ça, il y a eu 2 ans où les maths étaient assez mal vues. Donc voilà Merton, voilà Scholl, voilà Black. Mes photos sont assez déformées. Et donc en fait, c'est Merton et Scholl qui ont le prix Nobel parce que Black avait été décédé entre-temps. Alors, j'ai bientôt fini. Quel est le point de vue moderne de la gestion des options? Eh bien, tout simplement, on prend les risques à la place des autres, on va essayer de les gérer mieux que les uns et les autres. Ça, c'est ce que propose Merton, et Black-Scholes et Merton. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer le prix de l'option, il faudra qu'il soit bien évalué. Et puis, au lieu d'être passif, si par exemple, on assure des dollars, ce qu'on va faire, si vous devez vous protéger contre la hausse du dollar, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter des dollars quand ils montent, les vendre quand... donc, vous adaptez un peu à l'information supplémentaire que vous avez, et vous pouvez suivre le dollar, et donc faire une gestion dynamique pour réduire le risque terminal. Donc, si vous voyez ça comme un problème assez classique qu'on fait en mathématiques ou en contrôle, vous avez une cible, c'est le truc que vous devez payer, vous savez la forme de la cible, mais ce n'est pas du tout combien vous aurez à payer quand ça arrivera. Et donc, ce que vous avez, c'est que vous allez essayer de fixer un prix, gérer un portefeuille astucieux pour qu'à la fin, avec la valeur de ce que vous avez gagné, vous soyez le plus près possible de ce que vous devez payer. Et dans le monde en temps continu, à la Black-Scholes, etc., on fait plus près possible, ça veut dire pile au bon endroit, enfin en théorie. Bon. Et donc l'idée, c'est il faut acheter au jour le jour. Donc là, vous voyez que vous allez poursuivre le marché. S'il monte, vous essayez de suivre. S'il vend, vous redescendez un peu, etc. Pour qu'à la fin, si vous devez payer X de témoins qu'à plus, qu'est-ce que vous avez à payer, vous ayez atteint ça exactement. Alors, il y a quand même des choses importantes dans ces idées-là, c'est qu'on suit le marché parce que, par exemple, le marché du dollar, il est coté. Donc là, vous avez une information importante sur le prix, vous pouvez acheter et vendre et vous récupérez ça. Et donc, dans le monde des produits dérivés maintenant, le marché des risques financiers, c'est le suivi de marché qui devient la réalité objective, c'est-à-dire vous allez suivre vraiment les cours, le Bachelier il ne les regardait pas trop, et puis les maths qui sont imposées là-dedans, en fait, elles se sont imposées avec ce que vous venez de voir, parce qu'un portefeuille, on a vu ce que c'était, et donc qu'est-ce que ça veut dire de s'adapter au marché et d'essayer d'atteindre une cible? Ça va être de trouver un portefeuille dont la valeur terminale est la plus proche possible de la cible qui est donnée. Donc, pour expliquer les choses en 2 minutes, donc on cherche un portefeuille, alors il faut qu'il soit autofinançant parce qu'évidemment, qu'est-ce que ça veut juste dire? Vous cherchez à gérer un produit financier, donc vous allez faire un investissement, mais vous n'allez pas rajouter de l'argent au fur et à mesure pour gérer votre truc, donc la variation d'un portefeuille autofinançant, c'est comme ça. Et puis, ce que vous cherchez à réduire, c'est la valeur du portefeuille, moins ce que vous avez à payer, ça c'est un grand T, ça doit être le plus petit possible.
Bon, et puis, pour simplifier la vie aujourd'hui, on va supposer qu'on cherche un portefeuille qui est une fonction du temps et de la situation. En fait, financièrement, c'est ce que les gens font parce qu'ils essayent le plus possible de trouver des trucs qui ne demandent pas trop d'informations à récupérer. Et donc, si on prend un portefeuille comme ça, on voudrait aussi que la quantité de ce qu'on doit acheter est une fonction du temps. Et donc, on veut que notre portefeuille vérifie ça. Ça, c'est la contrainte d'être autofinançant. Et que sa valeur en grand T, ce soit ce qu'on connaît. Mais si on a une fonction du temps et de x de t, alors la formule d'Ito nous dit « mais je sais calculer la différentielle ». Donc, je sais calculer la différentielle par la formule d'Ito, j'ai ma contrainte qui est là, et donc je vais pouvoir préciser la forme de la fonction qui va apparaître dans cette représentation. Donc ça, c'est la finance moderne des produits dérivés. Donc, grâce à l'EDP, en fait, on va annuler l'EDP et on va trouver le résultat. Alors, je dis, Bachelier avait raison. Parce que si on regarde l'équation que j'ai écrite, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On a un DC qui vérifie ça. Donc, pour que C, c'est la valeur du portefeuille. Donc, si vous voulez que ça vérifie ce truc-là, bon, par unicité, enfin, évidemment, en maths, faites un peu plus précis que ça, mais bon, vous allez dire que le delta qui est là, c'est la dérivée du prix par rapport à X. Puisque ça donnera votre comportement. Et puis ensuite, vous voyez que la fonction que vous avez, elle doit satisfaire à une équation dérivée partielle, que cette quantité-là, la dérivée en temps plus 1/2, bon, c'est pas tout à fait le même modèle qu'avant, soit exactement égale à 0. Bon, et donc vous voyez que la fonction doit être solution, comme dans la vision de Bachelier, d'une équation dérivée partielle dont on connaît la condition terminale. La chose qui est tout à fait fondamentale dans cette représentation-là, c'est que dans cette équation qui apparaît ici, il y a le coefficient de diffusion ou de volatilité, comme dans le cas de Bachelier, mais il n'y a rien qui fait référence à la tendance de l'actif. Il n'y a pas de terme en dx. Et donc, une fois de plus, on se retrouve comme dans le monde de Bachelier, avec quelque chose, en fait, qui a évacué la tendance. Mais ça, c'est pas surprenant, parce que comme on a poursuivi en quelque sorte le marché pour s'adapter à ces évolutions, en fait, on a viré l'importance de la tendance. La conclusion de ça, c'est qu'en fait, on retrouve que Bachelier avait complètement raison. C'est-à-dire que les prix qu'on va faire avec la méthode moderne du portefeuille de couverture, ils vont conduire à des prix qui sont risque neutre, c'est-à-dire centrés, dans lequel il y a un jeu équitable, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle probabilité risque neutre dans le vocabulaire moderne. Et en fait, on observe que les transactions n'ont lieu sur des flux futurs que si on arrive à se mettre d'accord sur une sorte de jeu équitable. Bon, mais Black-Scholes, Merton, ils reçoivent le prix Nobel, et Bachelier, lui, il a tiré le diable par la queue, mais en fait, la grande différence, c'est qu'eux, ils ont proposé quelque chose qui avait une importance dans le marché tout à fait fondamentale, qui est cette idée de « je peux réduire mes risques en poursuivant le marché et en regardant des couvertures infinitésimales ». Donc, en conclusion... Ah oui, je voulais quand même vous montrer. Donc ce graphe-là, il vous montre exactement ce que c'est qu'un portefeuille. En bleu, c'est la valeur de x de t, donc c'est le tirage de l'action, la trajectoire de l'action à travers le temps. En rouge ici, en fonction du niveau de l'action, c'est la valeur du portefeuille de couverture. Et ici en vert, c'est pas tout à fait le delta, mais c'est le montant investi en actifs risqués pour se couvrir. Et donc ça varie beaucoup. Ici, dans le graphe en 3D, on voit le niveau de S de T, tandis que quand on regarde en dessous, évidemment, on voit juste la valeur de la couverture. Donc ça, on peut savoir qu'à chaque date, en fait, c'est le prix de l'option résiduelle. Et ça, c'est ce qu'on doit investir pour se couvrir. Donc en conclusion, je voulais faire remarquer que Bachelier avait eu des intuitions géniales, que... La question du prix dans ces produits-là et dans ces univers-là n'est pas toujours la plus importante, parce que c'est souvent fait par l'offre et de la demande. Pendant longtemps, les options existaient sans qu'il y ait de modèle pour les pricer. Dans le truc de Black-Scholes et Merton, c'est évidemment cette idée de stratégie de couverture qui permet de réduire les risques et qui a permis la transformation de ce marché du risque de manière spectaculaire.
Bon, mais il ne faut pas oublier quand même que Black-Scholes et Merton, ça n'aurait pas eu lieu, d'une part, si entre 1900 et 1975, il n'y avait pas eu cette évolution technologique de l'informatique, et puis aussi, si en fait les concepts du calcul stochastique et de ces choses-là n'avaient pas été à disposition, en fait, pour pouvoir s'en servir. Donc il y avait un environnement culturel qui a permis l'évolution complète. Alors, en ce moment, ben, ça, c'est pas formel. On fait l'activité donc du marché des produits dérivés est très, très importante et ils recrutent énormément de gens qui ont des compétences en probabilité, en numérique, en Monte-Carlo, pour faire ces stratégies de couverture. Bon, alors je voulais remercier tous les gens qui m'ont donné des belles images et puis à vous tous pour votre patience durement mise à contribution. Merci. Nous avons le temps pour quelques questions. Madame le professeur, merci beaucoup pour votre extraordinaire exposé. J'ai malheureusement pas la culture mathématique qu'il faudrait, mais j'ai une analyse financière. Je vois la salle. Une toute petite question. Vous avez fait tout à l'heure état de la contestation de Mandelbrot. Mais il y a un deuxième livre qui s'appelle Une approche fractale des marchés, dans lequel Mandelbrot reprend son argumentation. Et je ne sais pas si vous réalisez qu'elle est absolument épouvantable ou terrible. Parce que toute la théorie de Bachelier d'abord, puis ensuite d'évaluation des options, dont vous dites que c'est une garantie au niveau des risques, est fondée sur l'hypothèse selon laquelle les distributions des variations sur les marchés sont des distributions gaussiennes. Or, Mandelbrot démontre absolument le contraire. Alors, le point important, c'est que si Mandelbrot a raison, donc dans son dernier ouvrage, les marchés financiers font ce qu'on appelle en aviation du vol au deuxième régime, hein, c'est-à-dire qu'une couche de glace très très mince, et à tout moment, ils peuvent s'effondrer. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec l'observation de Mandelbrot que le cours des actifs n'est pas gaussien, mais en plus, il faut quand même savoir que bon, moi j'avais 3/4 d'heure pour présenter la finance de 1900, le calcul des probas et ce qu'on fait maintenant, donc ça fait belle lurette que plus personne n'utilise les modèles gaussiens. Donc la question qui est plutôt derrière, c'est est-ce qu'on modélise des cours qui sont plutôt continus, sachant que la vie est discrète, mais le principal argument, c'est que en fait, je n'ai jamais vu Mandelbrot jouer dans le monde des produits dérivés. D'accord ? Mandelbrot, il a toujours joué avec les gestionnaires de fonds. OK ? Donc, dans le monde des produits dérivés, une des choses qui se passe, c'est que d'abord, la cible, ça n'a rien à voir, enfin, les modèles des produits dérivés et les modèles de la gestion sont des modèles qui n'ont rien à voir. Pourquoi ils n'ont rien à voir ? Parce que dans le monde des produits dérivés, si votre modèle, en fait, il vous sert pour une très petite période de temps. Parce que, bon, je suis arrivée... Donc là, l'idée du portefeuille de couverture, en fait, comment vous allez le mettre en place ? Eh bien, en fait, vous allez essayer d'utiliser de l'information de marché pour trouver les paramètres du modèle, et vous allez suivre cette information de marché sur le sous-jacent, mais aussi sur certains prix d'options. Donc, en fait, le modèle, en quelque sorte, vous le tenez pour une très petite période de temps. Une journée, une demi-journée, etc. Et ce qu'on découvre, c'est que... Alors, la question des sauts est une vraie question, mais ce qu'on découvre, c'est que quelquefois, de faire un mauvais modèle, mais ajusté très souvent, eh ben, c'est meilleur, enfin, parce qu'on récupère une information de marché continue, ça marche mieux que, par exemple, de faire un modèle statistique, mais c'est pas contre la représentation de Mandelbrot, qui, par contre, met en évidence des choses extrêmement importantes. Mais dans la gestion quotidienne du monde des options, ce fait de poursuivre un petit peu le marché, de se réajuster les paramètres en permanence, minimise
ne résout pas tous les problèmes, mais minimise l'impact du problème majeur. Et l'autre chose, c'est ce qu'on observe, c'est que dans le monde des dérivés, où vous savez exactement ce que vous aurez, enfin, vous ne savez pas quantifier, mais vous savez la forme de ce que vous aurez à payer, c'est comme si ça met une contrainte que vous corrigez, qui fait que les problèmes ne se posent pas exactement de la même façon. Alors, les problèmes, par contre, mais évidemment, tout ce qu'on apprend sur le fonctionnement des marchés, etc. Donc, en fait, les gens, ce que je vais dire, c'est que les gens, ils préfèrent un mauvais modèle, mais qui savent gérer très rapidement. C'est l'un des problèmes dans la modélisation fractale, c'est que l'identification des paramètres va prendre beaucoup plus de temps, donc ça reconnaît Mandelbrot aussi. Mais l'une des choses que j'ai appris en travaillant, enfin, je vous donne mes idées à moi, hein, c'est complètement personnel, mais je ne crois pas, moi, qu'en fait, il y a des modèles pour tout. Et donc, pour les produits dérivés, alors, ce n'est pas le modèle que je vous présente, il y a de la complexité, mais les gens apprennent, en fait, d'une certaine manière. Ils commencent par, est-ce qu'avec un modèle simple, j'arrive à capter mon problème numéro 1, c'est minimiser l'impact de la tendance du marché sur ce que je veux faire. Bon, grosso modo, Black-Scholes, même quand ce n'était pas le bon modèle, ça marche pas si mal, c'est une forme de robustesse théorique. Bon, mais ce modèle-là, jamais je l'utiliserai pour autre chose, parce que clairement, il ne répond pas aux autres questions. Donc, est-ce qu'il est suffisant pour entre aujourd'hui, demain, ou même entre aujourd'hui et midi, décider de la quantité de ce que je dois acheter comme actif pour résoudre la question? Donc, ça se pose d'une manière extrêmement différente, parce que quand on fait de la gestion, il faut avoir un modèle qui permet à la fois d'anticiper et un modèle aussi qui contrôle les pertes, et donc les sauts, voilà. Alors, mais en même temps, je ne suis pas en train de dire que tout l'apport de Bachelier ne sert à rien. C'est des cultures et des métiers différents dans lesquels, en fait, l'apport de Bachelier, de Mandelbrot, il est très important, en fait, sur le résidu. C'est-à-dire, vous avez votre option moins son portefeuille de couverture, et là, vous avez capté pas mal de choses, mais il y a des tas de choses que vous avez capté le gros. Mais on sait, notamment grâce aux travaux de Mandelbrot, qu'il y a beaucoup plus de petits sauts qui peuvent se produire, etc. Bon, donc c'est le... Et quand même, le monde des dérivés, il assure. Il ne résout pas tous les problèmes, mais il assure en partie, quoi. Et il a quand même contribué à permettre aux gens de se débrouiller un peu. Donc les swaps, les contrats à terme, toute cette activité-là. Voilà. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, bon, il y a pas mal d'activités, mais dans l'ensemble, les gens ont du mal à utiliser la technologie des fractales. Enfin, s'ils arrivaient à s'en servir, ils seraient les premiers à s'en servir. Mais ce n'est pas complètement évident de s'en servir au jour le jour. Et dans la vision quotidienne, de la gestion quotidienne, une question qui est très importante, c'est qu'est-ce que c'est qu'un saut dans une trajectoire ? Bon, et ça, c'est pas... Alors évidemment, moi, je vous ai montré toujours des trajectoires continues, parce que les logiciels, en fait, ils tracent des droites entre deux points, comme les points sont serrés, on voit... Enfin, mais mathématiquement, qu'est-ce que... Enfin non, mais quand vous êtes gestionnaire, est-ce que vous êtes en train d'observer un saut, vraiment, ou est-ce que c'est le décalage entre deux dates qui, cette fois-là, c'est pas complètement évident. Mais en tout cas, c'est un message beaucoup mieux pris en compte dans toute la partie qui est risk management, dans lequel on sait que, notamment grâce à tous ces travaux, qu'on a plutôt tendance à minimiser les risques si on n'y fait pas attention. Et donc, bon, c'est pris et plus ou moins pris en compte. Mais la question, mais j'ai lu aussi un papier de Mandelbrot où il disait qu'il y a bien conscience que la question que c'est quelquefois difficile, enfin lourd à implémenter, a été quand même un frein à l'utilisation quotidienne. Oui, pardon. Ça parle là. Oui. Je voudrais un peu mieux comprendre la différence entre la gestion de fonds et le commerce des produits dérivés. Si j'achète par exemple à la BNP ou au Crédit Lyonnais une SICAV, ça doit exister encore, je pense. Est-ce que la banque a le droit, ou même est-ce que c'est intéressant pour elle, de ne pas acheter les actions qui correspondent et de se contenter de s'assurer, de se couvrir contre le risque qu'elle aurait à me payer au cas où les actions monteraient. Et même, qu'est-ce qu'elle fait dans la pratique Enfin, déjà, la réglementation est assez stricte, en fait. Donc, donc ils sont obligés d'acheter les actions. Dans une SICAV, ils doivent
ils annoncent en fait la couleur de la SICAV. Donc en fait, ils n'ont pas le droit d'aller faire ce genre de choses. Mais ils peuvent le faire seulement sur 10% du montant du fonds de la SICAV. Alors, parce que moi, je vous avais montré la vision idyllique des marchés de dérivés, donc celle qui, quand elle se recentre sur son métier, mais l'une des choses qui n'apparaît pas, enfin, je n'ai pas eu le temps de mettre en évidence, c'est qu'en fait, un produit dérivé, il s'écrit DC égale delta DS, en fait, et si on fait DC sur C égale delta sur SDS, le delta sur S, qui représente la volatilité du produit dérivé, on fait quelque chose qui peut être très grand, 3 fois la volatilité du sous-jacent. Et donc, ces produits peuvent être utilisés pour ce qu'on appelle leur effet de levier, c'est-à-dire que si ça va dans le bon sens, vous avez un rendement qui est 3 fois plus grand que si vous aviez investi dans l'actif. Donc, ce n'est pas complètement étranger à tes questions. Donc déjà, dans la gestion classique, c'est complètement interdit par le régulateur, sauf sur une partie, ils appellent poubelle, sur laquelle ils ont le droit de gérer comme ils veulent. Et les produits dérivés, par exemple, ils ont... tout le monde va vous parler des cracks ou des gros problèmes sur les dérivés, mais ça, c'est les dérivés qui ont été utilisés en spéculation pure. Bon, donc il y a une règle absolue dans le marché... ou dans le monde de l'aléa, c'est que si vous pouvez gagner beaucoup, vous pouvez perdre beaucoup. Hein. Et donc, en fait, le truc de Bachelier, en fait, là, c'est vraiment par rapport à la gestion, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, le portefeuille qu'on crée dans l'assurance, dans la couverture d'un produit dérivé, la question là, c'est qu'en fait, on veut essentiellement avoir une très petite variance de ce qu'on fait au bout. C'est-à-dire, dans le monde des dérivés, la question, c'est d'abord comment pas perdre d'argent avant de gagner. Parce que, justement, à cause de l'effet de levier, eux qui gèrent les trucs, ils peuvent perdre plein d'argent s'ils ne sont pas très vigilants. Donc, on fait là, il y a vraiment l'idée que vous gérez dans un monde où vous n'avez qu'un coût. C'est l'assureur, quand il vend 250 000 contrats d'auto, il espère que tout le monde ne tombe pas en panne. Mais quand vous avez vendu un contrat à quelqu'un, il y aura la trajectoire de ce qui va se passer, et c'est vous qui supportez le risque. Mais il y a des situations, les fluctuations ne sont pas négligeables dans le risque, puisque vous pouvez très bien avoir un marché qui est assez flat, et puis avoir un grand mouvement, et ça, c'est celui qui vend l'option qui le supporte. Et donc, la stratégie de Black-Scholes, elle est quand même assez robuste, et si vous faites tester à vos étudiants le moyen de battre le marché en ayant des stratégies astucieuses, ils vont arriver à battre, faire mieux que zéro, voilà, mais si vous regardez la variance de ce qu'ils génèrent, la variance est grande. Donc plus ils ont des chances de gagner, plus ils font du rendement, plus ils ont de la variance. Donc dans le monde des dérivés, l'idée c'est, Black-Scholes vous dit que vous gagnez rien sur un produit, vous avez été juste astucieux en le gérant. Bon, dans la pratique, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même assez vrai. D'ailleurs, c'était très vrai quand les marchés d'options sont ouverts et que les prix ont chuté et que s'ils géraient mal leur couverture... mais maintenant, on a déplacé le problème d'un côté, parce que dans les produits que je vous ai décrits, on fait le risque essentiel, c'est la tendance du sous-jacent. Une fois qu'on sait se protéger contre la tendance, après on subit le risque de volatilité, parce que là, c'est ce que récupèrent les gestionnaires d'options. Donc, maintenant, il y a de l'activité sur ce risque de volatilité, et puis ça fait aussi un peu boule de neige, parce qu'ils créent beaucoup de produits dont la finalité d'assurance n'est pas toujours complètement claire. Mais enfin, c'est un marché. Un peu dans la suite de ce que vous avez dit là. J'ai fait de la physique dans ma vie et de la simulation numérique, mais pas de finance. Donc c'est un domaine pratiquement inconnu. Ma question est générale, elle est la question du béotien. Dans le monde de la banque, d'une part, et des assurances d'autre part, en général, en France, mettons, ou ailleurs, le personnel qui utilise des modèles, je m'étais laissé dire, il n'y a pas si longtemps que ça, que il y en a qui sont à la pointe de la recherche, il faut des modèles très sophistiqués, mais ce qui est utilisé en pratique par l'employé lambda, c'est toujours un petit modèle linéaire, mathématiquement linéaire, et donc
pas souvent très efficace. Alors ma question est la suivante. Ce que vous avez montré là, avec de la sophistication mathématique, des vols de Lévy, les fractales, les théories stochastiques, tout ce que vous voulez. Enfin, je suis loin de tout connaître là-dedans, je sais un peu que ça existe. Est-ce que c'est réservé à une petite minorité du personnel de la banque, de la finance et des assurances, ou est-ce que c'est généralisé, il suffit de rentrer les données, tac, 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 on fait tourner la machine et on a le résultat? Non. J'ai parlé d'un marché très précis qui est le marché des produits dérivés. Donc il y a un marché financier où on utilise ces techniques-là réellement. Donc ça ne veut pas dire que ce qu'on fait tourner tous les jours est pas... mais c'est très localisé, c'est-à-dire la plupart des gens n'utilisent pas des choses comme ça. Donc pour cette activité-là, qui a pris de l'ampleur à partir des années 70, sur lequel il y a beaucoup de compétition de liquidité, mais aussi beaucoup de nominaux. Les montants assurés sont devenus faramineux maintenant. Donc, dans ce marché-là, il y a un certain nombre de règles de fonctionnement sur les produits. Il y a une manière de gérer le produit. Cette manière est acceptée par la direction des risques de marché, donc c'est contrôlé en permanence, et le trader a une petite latitude par rapport à ce qui était accepté, mais sa latitude, c'est est-ce que je rebalance mon portefeuille tout de suite, ou est-ce que là j'attends un jour ou deux, mais en plus il a des limites très précises, et donc il va avoir cette latitude que s'il respecte les limites de risque qui lui sont imposées. Mais c'est une activité très, très spécialisée.